Bonjour tout le monde, moi je suis Danny Perrault, je suis professeur responsable du baccalauréat en création d'expériences immersives et interactives. Bienvenue au 5e épisode d'Au fil des parcours. Aujourd'hui, je suis avec mes deux collègues de l'École des médias que je vais laisser se présenter. Donc, Patrice, veux-tu commencer? Oui, donc Patrice Coulombe, j'enseigne à l'École des médias depuis, mon Dieu, près de 20 ans. Et je donne dans le programme, j'enseigne les cours de création, d'ateliers et de production. Puis Érandi. Bonjour, Erandi Vergara Vargas. Je suis nouvelle professeure à l'UQAM depuis juillet 2025. Maintenant, j'enseigne un cours sur l'immersion et l'interactivité. C'est les cours d'introduction, un panorama général de l'histoire et les œuvres clés. Donc, notre baccalauréat s'appelle Création d'expériences immersives interactives. C'est un nouveau nom depuis cette année. Avant, ça s'appelait les médias interactifs depuis une vingtaine d'années. Mais c'est quoi ça, concrètement, un baccalauréat en création d'expériences immersives? Peut-être que je pourrais donner un peu ma définition, mais je serais curieux de vous entendre avant même que j'en parle. Bonne question. En fait, c'est l'art dans le monde de l'art numérique. En fait, dans le numérique, donc c'est l'art dans le monde numérique, mais dans un numérique qui nous habite autour de nous, qui va nous immerger, qui va interagir avec nous. Donc, c'est un peu comme si on apprenait à être en relation avec le numérique qui nous habite en ce moment depuis, mon Dieu, depuis déjà 20 ans, qui est tissé dans notre société. Bien, merci, Patrice. Je vais parler de mon côté de histoire et en fait réflexion. Mettons, pour moi, les bacs, c'est une façon, comme tu dis, d'être partie de ces mondes qu'on habite déjà. Et c'est un moment, je pense que cette bac, c'est un moment pour avoir pour apprendre, en fait, à travailler avec des autres personnes, à produire des mondes interactifs et immersifs, mais aussi à y penser pourquoi on fait ça, pourquoi on décide de prendre des décisions au niveau technique, esthétique, et aussi comment, parce que quand tu développes un projet, tu vas prendre des décisions de comment les gens vont interagir avec ton projet. Et c'est tout le temps des décisions qui sont pas... Il demande une réflexion de pourquoi on fait des choses pour justement arriver à avoir des meilleurs résultats, dépendamment c'est quoi ton objectif. Et je pense que c'est une façon de répondre à cette montre d'une façon active, de produire des mondes interactifs et immersifs. Ben, merci beaucoup, Érandi. Là, en ce moment, on a justement nos deux invités, Patrice et Érandi aussi. Ça démontre les deux facettes aussi du bac. On dit que dans notre bac, c'est peut-être 50% des cours, c'est des cours de pratique, tandis qu'on a un autre volet aussi, c'est 50% des cours qui sont des cours théoriques. Quoique, c'est pas tant catégorique, ça tend à s'entremêler. Mais tout ça pour dire qu'au final, on en parle, on réfléchit, on a une pratique réflexive sur notre création, mais en plus, on le fait. Hein, on ne fait pas juste en parler. Donc, on a la chance d'avoir des studios super bien équipés, d'avoir des techniciens, des animateurs pédagogiques, des profs puis des chargés de cours, vraiment des experts du milieu. Donc, c'est vraiment un climat, pas un climat, mais c'est vraiment un contexte vraiment propice à la créativité, à la création, puis même à l'épanouissement, même je dis, le créatif. Donc, l'épisode d'aujourd'hui a pour but de présenter le programme aux futurs étudiants et étudiantes, puis répondre aux questions qu'une personne qui voudrait s'inscrire dans notre baccalauréat pourrait avoir. Donc, je vais commencer. On a un principe de pige, hein, ça va être, les questions vont être un petit peu aléatoires. On va vivre des surprises en les découvrant. On espère qu'on va être capable d'y répondre. Donc, c'est Érandi qui pige de la première question. Doit-on avoir fait un programme collégial en particulier pour s'inscrire? Ça, c'est une très bonne question. Si on doit avoir fait un programme collégial avant de s'inscrire, il y a un des modes d'accès au programme qui est d'avoir complété ses études collégiales. Il ne faut pas nécessairement avoir fait un programme spécifique, mais il y a quand même des programmes qui sont naturellement plus une suite. Là, par exemple,
les programmes de techniques d'intégration multimédia. Souvent, les étudiants qui sont dans ces programmes-là, c'est un peu une suite logique pour eux autres de venir continuer de développer leurs connaissances, leurs pratiques dans notre baccalauréat. Mais c'est quand même ouvert aussi à tous les programmes, finalement, où les gens sont moindrement créatifs. Tu sais, les programmes en art, les programmes en musique, les programmes... même les programmes en communication. Il ne faut pas oublier qu'on est un programme de création, mais on est quand même dans une faculté de communication. Donc, les gens qui s'intéressent aux médias, à la création médiatique. Donc, c'est pas seulement ouvert aux gens qui ont fait des études collégiales. On a aussi des cas, des fois, que c'est des gens qui sont un petit peu plus âgés, ils ont une certaine expérience de vie, ils peuvent avoir travaillé dans une boîte de production pour une compagnie créative, ou ils ont une pratique, puis là, ils ont envie de continuer de se perfectionner. Il y a une possibilité, des fois, d'être admis sous une base d'expérience professionnelle. Donc ça, c'est le genre d'informations que vous pouvez facilement trouver aussi sur le site web du programme, les modalités d'accès au programme. Qu'est-ce que vous préférez de votre emploi? Wow! Ouais, c'est une intéressante question pour moi, en fait. Sincèrement, je pense que ce que je préfère, c'est enseigner. C'est curieux de dire ça, mais ma mère a été enseignante toute sa vie. Mon frère est haut placé dans le ministère de l'Éducation. Mes tantes, ma grand-mère ont été enseignantes aussi. Je pense que je l'ai dans mes gènes. Mais évidemment, pour être peut-être un peu précis, que ce qui me plaît en particulier dans l'enseignement, c'est de collaborer ou de soutenir les nouvelles générations. Et d'année en année, à force d'enseigner, et je vieillis un peu, mais en fait, d'être toujours en relation avec ces nouvelles générations-là qui émergent à chaque année, à chaque cohorte, à chaque année que je reçois à l'UQAM, ça me permet d'être à l'affût des nouveautés, d'être à l'affût en particulier dans notre domaine, il y a du développement technologique qui opère continuellement, donc il faut toujours, nous, les enseignants, se remettre à niveau ou de réajuster notre approche face aux nouvelles technologies et surtout d'y réfléchir à ces nouvelles technologies-là, mais rapidement de s'intégrer à ça. Et c'est beau de voir cette génération-là qui naît là-dedans et qui l'absorbe aussi. Donc, c'est ce qui me plaît, en fait, en particulier dans l'enseignement ici à l'université. Moi, je pourrais répondre les mêmes choses que Patrice. Je me reconnais dans ses réponses. Mais moi, je me trouve aussi, chaque matin que je viens ici à l'UQAM, je me trouve super chanceux, en fait, de faire ce travail-là, parce que je trouve que c'est un environnement qui est très, très, très stimulant. Travailler aussi avec des plus jeunes. Autant que collaborer avec des collègues aussi. Tous mes collègues sont hyper intéressants. Les gens sont spécialisés dans toutes sortes d'affaires. Fait que moi, je suis dans un contexte où, à tous les jours de ma vie, j'apprends quelque chose. Et j'apprends même quelque chose de mes étudiants tous les jours. Mes étudiants, autant qu'on leur transmet, nous, notre expérience, on leur donne un peu des façons de s'organiser pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Mais c'est pas juste une relation où je me vide de mes connaissances. J'ai l'impression d'être dans un échange dans lequel moi-même, j'en retire beaucoup. Puis, je suis très reconnaissant à la vie de pouvoir faire ce travail-là parce que je trouve qu'on est chanceux. D'autant plus que le résultat de notre travail, ce qu'on voit, c'est des créations qui souvent dépassent qu'est-ce qu'on s'imagine que les étudiants vont faire. À chaque année, on a l'impression qu'ils partent de loin, puis on ne sait pas trop comme s'ils vont y arriver, puis ils arrivent toujours à nous surprendre. Donc, moi, de vivre cette surprise-là année après année, je m'en tanne pas. Fait que ce sera mon tour. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Érandi? Oui. Je me retrouve, merci les collègues, je me retrouve dans vos réponses et c'est super parce que vous pouvez voir une chose, il y a la passion ici pour l'enseignement et je pense que ça c'est merveilleux quand même. Moi aussi, je suis reconnaissante de cette opportunité parce que c'est pas plate. Notre travail, c'est pas plate, c'est tout le temps stimulant. Et une chose que c'est pas dit, que j'adore aussi, c'est la recherche qui vient avec. Parce que comme tu avais dit, il faut être au jour, il faut toujours s'informer, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans les mondes, qu'est-ce qui se passe au niveau des productions, qu'est-ce qui se passe au niveau des réflexions, et aussi qu'est-ce qui se passe au niveau dans les mondes, dans comment on interagit. Parce qu'on en parlait, les programmes, il y a l'interaction dans les titres des programmes. Je pense que dans un monde où on est constamment connecté,
et on est tout le temps en train d'interagir. C'est super important aussi d'avoir cette réflexion. Donc, j'adore aussi que ce travail m'amène à être toujours à l'écoute de ce qui se passe, des problèmes qui touchent toute la population, et après trouver ma façon d'amener ça à mes cours et à inviter les étudiants à avoir ces réflexions. Okay, ben, merci Randy. Je pense que c'est à mon tour d'aller piger dans le bol. Ah, ben ça, je l'ai parlé un petit peu, mais on pourra développer là-dessus. Comment voyez-vous les étudiants évoluer de la première à la troisième année? Oh, c'est une bonne question. C'est encore une fois, en fait, ce qui est intéressant, c'est faut se rappeler déjà, nous, ce qui peut se produire dans notre vie quand on commence des études universitaires et quand on en sort après 3 ans, on change beaucoup entre 20 et 25 ans. Donc, c'est la première chose que je remarque, c'est à quel point ils grandissent, pas juste physiquement, mais mentalement. Et c'est ça qui, je te dirais, qui me fascine à chaque fois. Puis ça, en effet, ça s'arrime un peu à ce que tu disais tantôt. Ils entrent au début du baccalauréat, sont jeunes, ils ont un champ culturel qui leur est propre. Et nous, notre devoir, c'est un peu de leur élargir ce champ-là culturel. D'un coup, on voit cette génération-là faire des liens tout d'un coup avec les cultures des autres, mais aussi prendre conscience du vaste monde qu'est les expériences immersives et interactives, que c'est pas seulement les quelque chose qu'ils connaissent déjà. Donc, on les voit découvrir tout ça et d'un coup, découvrir d'une nouvelle passion qui s'arrime dans cet univers qui inclut tant de corps de métier, finalement. Donc, il y a vraiment une très grande multiplicité dans notre champ d'études, dans notre champ de création. Et oui, c'est ça, je trouve fascinant. Puis ensuite, de les voir créer des liens, tisser des liens entre eux et traverser le baccalauréat, un peu comme, je pourrais dire, comme un groupe de théâtre qui vont jouer ensemble des pièces de théâtre. Donc, ici, on ne fait pas du théâtre, on fait des œuvres immersives et interactives, mais qui impliquent le travail de plusieurs personnes dans plusieurs sphères, que ce soit la musique, l'image, même la production de logiciels qui va arrimer tout ça ensemble, qui va produire l'interaction. Et tout ça dans un contexte de temps réel, de procédés produits en temps réel. Et oui, en général, c'est souvent très nouveau pour tous nos étudiants lorsqu'ils arrivent à l'université et ensuite ils deviennent des maîtres ou des spécialistes dans ce domaine-là après seulement 3 ans. C'est fascinant de les voir grandir comme ça. Moi, quand je les vois en première année, des fois, je vois des visages de comme un peu chevreuil apeuré là, par Oui. la lumière sur l'autoroute. Là. Ils savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. Ça a de l'air un petit peu vaste, un peu grand. Ils savent pas comme quel chemin ils vont prendre dans tout ça. Puis, autant qu'on voit ça au début, à la fin, on les voit très à l'aise dans un domaine qu'ils ont décidé d'un petit peu d'aller pousser un peu plus. Il y en a qui vont vraiment se lancer dans l'audio. Il y en a qui vont se mettre à faire beaucoup de construction, de soudure, d'objets électroniques. Tout le monde va développer un petit peu une espèce de petite passion. Il y en a qui deviennent aussi vraiment des gens très polyvalents qui touchent à tout puis qui sont à l'aise d'aider tout le monde. En tout cas, puis... à la fin, qu'est-ce qui est le fun, moi, parce que, étant donné que j'accompagne les projets finaux, ce dont je suis témoin, c'est qu'à un moment donné, je ne sers plus à rien. Là, quand ça arrive pas toutes les années, mais il y a un moment donné, j'ai un sentiment de devenir un petit peu inutile vers la fin du projet. Ça veut dire qu'ils ont comme vraiment pris tous les aspects du projet en charge. Puis ils font fonctionner tout par eux-mêmes. Puis ça, c'est super beau à voir. Puis c'est dur à imaginer quand ils rentrent. Ils sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc, de voir tout le chemin qui les amène à ça, c'est fascinant. Ouais. J'aimerais ajouter une chose. En fait, c'est lié à vos réponses, mais il y a 12 choses que si je ne l'ai pas vu encore à l'UQAM parce que je suis nouvelle, je les souhaite et je l'ai vu, je l'ai observé dans cette université où j'ai enseigné, que les étudiants se trouvent eux-mêmes. Et là, je pense que c'est fantastique quand ça arrive. Elles, s'ils trouvent ce qu'ils aiment, ce qui anime, ce qui leur tient au corps. Et là, c'est comme si une grande partie du travail s'est faite.
Parce qu'après, il peut choisir, et ils se connaissent, force, faiblesse, ils travaillent avec ça. Donc, une chose. Et l'autre, c'est la communauté. Vous avez parlé quand même. Je pense que les étudiants peuvent se trouver eux-mêmes, mais ils peuvent trouver une communauté qui va être des fois les liens pour trouver un emploi, faire des projets et grandir leur vie à Montréal ou ailleurs, dans les domaines. Fait que je pense que c'est les deux, que c'est super important. Bien, merci pour vos très intéressantes réponses. Je pense que Patrice, c'est à ton tour de continuer de piger Non, dans c'est le à bol. moi. Ah, ça a grandi, excuse. Je pense qu'il faut y aller par étapes, non? Ah, Oui, ben là, on a sauté des étapes. Ah, hein, sinon, on peut mais- tout mélanger, on moi, s'arrangera j'ai avec le trouvé montage. tout. Quelles sont les perspectives pour les finissants, emploi, études? Ben, c'est une question intéressante, parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Tu sais, étant donné que on est un domaine qui est quand même, d'une certaine façon, pluridisciplinaire, on pourrait dire. Tu sais, il y a des gens qui vont se spécialiser dans des genres de sous-domaines. Tu sais, ça peut être réalité virtuelle, ça peut être immersion, ça peut être faire des objets connectés, ça peut être programmeur, ça peut être Mapping. vidéo mapping, ça peut être après ça être gestionnaire de projet, chargé de projet numérique. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de types d'emplois que nos étudiants en font. Il y a comme quand même, à Montréal, on a la chance d'être une espèce de plaque tournante de la créativité numérique, technologique. Là. Fait qu'on a beaucoup de compagnies montréalaises comme Moment Factory, qui fabrique, qui crée des parcours immersifs, ou Pixmob, que les gens peut-être connaissent parce que... ou les gens connaissent pas, mais ils ont tous déjà vu des projets de Pixmob. Quand on regarde le Super Bowl puis tout le stade s'allume, ben, c'est parce que les gens portent des bracelets lumineux qui sont contrôlés par un système de projecteurs infrarouges. C'est une technologie incroyable, c'est développé à Montréal, puis ça donne que énormément de nos étudiants, par exemple, travaillent chez Pixmob, donc qui sont qui est un leader mondial dans ce type d'expérience-là. Donc, autant ils peuvent aller travailler dans des compagnies créatives, autant ils vont travailler aussi dans un milieu plus artistique. On a aussi des centres d'artistes, on a des festivals, on a le festival Mutec, on a le festival Electra. C'est des festivals qui présentent de la créativité d'ici et internationale. Fait qu'il y a des étudiants qui vont carrément développer des projets qui vont être présentés là. Il y en a qui travaillent pour les organisations. D'ailleurs, c'est mon cas. Là. Moi, j'ai travaillé longtemps pour le festival Electra, par exemple, avant d'être enseignant. Puis, ben c'est ça forme les gens à être assez polyvalents pour s'insérer dans différentes branches, d'industrie, de l'art. Mais moi, j'aime bien aussi dire qu'on fait pas juste former des employés. Tu sais, on forme aussi des gens qui ont des qualités de leadership, qui peuvent devenir des leaders dans la société. Tu sais. Il y en a qui... des fois, qui vont développer leur propre carrière d'artiste. Il y en a qui... Tu sais, c'est des citoyens, en fait, qui sont informés, qui sont créatifs, qui sont informés des enjeux techniques, technologiques, qui ont une réflexion. C'est pas juste des... Tu sais, finalement, ils dépassent le stade d'être un technicien. Puis c'est aussi des gens... On a des étudiants quand même qui sont devenus entrepreneurs, qui ont fondé leur propre boîte. Ben oui, il y en a beaucoup. Ben oui, puis ils gagnent des prix. La boîte interactive. Ils gagnent des prix du milieu. Après ça, c'est des étudiants aussi qui sont capables de rejoindre, tu nous parlais un petit peu, Randy, des communautés, tu sais, des communautés de pratique. Fait que des fois, c'est pas nécessairement juste du travail. C'est, je m'intéresse à un domaine du mapping, ben je me tiens avec la gang de Map Montréal, le festival, ou je suis un programmeur, fait que je passe beaucoup de temps sur le forum de Touch Designer pour continuer d'apprendre par moi-même après. Puis des fois, je peux même coder peut-être, puis participer au développement du logiciel. Donc, il y a toutes sortes de figures de cas que les étudiants deviennent aussi aptes à s'intégrer dans des communautés de pratique. Tu sais, que c'est pas juste une question d'argent ou de vouloir avoir un emploi. C'est vraiment de développer des passions puis de contribuer finalement au milieu. La question d'entrepreneuriat, je pense que c'est super intéressant parce qu'on se trouve dans ce moment où on se rend compte qu'on a vraiment... à Montréal, on n'a pas juste les ressources humaines et financières, mais on a la créativité pour développer des projets. Je pense que dans ce moment, on se pose la question de dépendance des différents niveaux de technologie et logiciels et systèmes de communication d'ailleurs. Je pense que c'est un bon moment pour impulser les étudiants à s'élancer à produire eux-mêmes les compagnies qui vont être leaders dans le futur ou même à court terme. Je pense que
ça, et aussi les côtés, il y a des étudiants qui ont cette passion plutôt pour continuer leur étude. Il y a des étudiants qui reviennent à l'université après avoir fait un bac il y a longtemps, ils reviennent pour se trouver cette communauté, avoir les moments d'avoir des rétractions et réflexions de leur projet. Fait que l'autre en cheminement, c'est l'université, c'est continuer la réflexion, les études, l'apprentissage avec un contexte qui s'est désigné pour ça. C'est très à propos de faire des études, justement, des études supérieures de recherche dans ce domaine-là, dans notre domaine, parce que c'est un domaine qui est assez nouveau. Donc, tout l'aspect théorique, toutes les réflexions qu'on peut faire sur ces nouveaux médiums-là, que ce soit la réalité virtuelle, l'immersion, d'être en interaction avec un agent informatique, oui, il y a tout un champ de recherche poussé qui mérite d'être approfondi. Puis c'est notre environnement, notre faculté est tout à fait à propos, en fait, tout à fait attire ce genre de chercheurs-là aussi. Je pense que c'est à ton tour, Patrice, de piger. Ah, de piger, bon, ouais, OK. Qu'est-ce que ça dit ici? Qu'est-ce que vous enseignez dans le programme? OK. Oui, donc moi j'enseigne les cours qu'on nomme ateliers. C'est les cours où les étudiants doivent produire justement des projets interactifs qui impliquent de travailler en équipe, donc travailler avec un directeur musical, un directeur artistique, un directeur technique, quelqu'un qui va produire les logiciels, qui vont produire la scénographie, qui vont intégrer des capteurs sur des performeurs et produire un concert, un événement. Donc, c'est les cours les plus intéressants, selon moi, à donner. Je suis vraiment chanceux. C'est des cours où les étudiants, tout d'un coup, vivent concrètement leur métier dans le contexte universitaire, qui mettent en pratique ce qu'ils ont appris dans les autres cours. Et je me trouve vraiment privilégié de donner ces cours-là. Moi, j'enseigne les cours théoriques ou historiques, ou les deux, ensemble. Et c'est super intéressant parce qu'un des défis que je trouve que j'ai parlé avec les collègues, c'est en fait briser l'idée que ces domaines sont séparés. Oui. Parce que justement, je vous entends parler et je connais vos travaux comme artiste et il y a toujours une réflexion. Et c'est pas comme si... Oui, des fois, on se met un chapeau. Maintenant, on est prof mettons, d'atelier et après, tu vas avoir ton chapeau d'artiste. Mm-hmm. Mais je pense que la réflexion est toujours avec nous parce qu'on vit dans ce monde où les technologies que les personnes étudiantes vont apprendre à utiliser, mais c'est un monde qu'on est immersé sur ça. Donc, je pense que c'est la théorie et l'histoire que moi j'enseigne sont liées à ce qui se passe. Des fois, les étudiants savent pas que les projets qu'ils sont en train de produire, ça s'était fait il y a 40 ans. Mm-hmm. Mais je pense que l'histoire et les théories nous permettent de voir le passé, mais aussi voir le futur. Parce que, mettons, maintenant, ça m'intéresse énormément à lire sur TikTok. Parce que moi, je n'utilise pas, mais ça m'intéresse parce qu'il y a une chose de TikTok qui est différente des autres algorithmes. Cette idée de hitting, c'est une opportunité que les développeurs ont écrit dans le code, dans l'algorithme de TikTok. Mm-hmm. Eux, ils peuvent décider quelle sorte de contenu ils impulsent dans le système. Mm-hmm. Il y a énormément de questions de se poser au niveau des questions de pouvoir, questions de diversité, équité et même des droits. Donc, quand on fait l'analyse de l'histoire et aussi de la théorie, ben là, on est capable de voir à loin. Des fois, c'est pour se poser des questions si on veut ça, mais aussi c'est d'imaginer d'autres choses. Donc, c'est un peu ça. J'enseigne les cours de fin de parcours. Donc, le cours qui s'appelle actuellement Production en médias interactifs, qui a probablement changé de nom dans le nouveau programme. Mais bref, c'est un cours de production qui est jumelé à un autre cours à l'hiver aussi, qu'on appelle le cours de projet synthèse. Donc, l'idée, c'est que les étudiants, collectivement, ils sont une trentaine, là, vont produire une œuvre, mais tout le monde ensemble. Fait que tout au long du parcours, ils ont déjà été habitués de créer des œuvres en équipe, mais souvent, c'était des équipes d'un certain nombre, 4-5 peut-être.
Donc, ils ont développé quand même le skill de travailler en équipe, mais là, il faut vraiment qu'ils se mettent tout ensemble, toute la cohorte, puis qu'ils imaginent un grand projet d'une certaine envergure, qui est présenté dans l'espace public. On met un petit niveau de difficulté dans l'espace public dehors l'hiver. Hein? Donc, ça l'amène à déjà, ben, il faut développer un concept, il faut faire un scénario immersif ou une expérience, il faut tout designer l'expérience. Mais il faut quand même rapidement comme créer cette expérience, créer le concept, puis en même temps développer tout ce qui est techniquement nécessaire pour qu'elle se réalise. Donc, moi, j'accompagne vraiment les étudiants pendant quasiment 1 an, finalement, plusieurs mois, pour qu'ils en arrivent à présenter cette expérience-là. Comme cette année, par exemple, ça va être présenté dans le mois de février, pendant le Festival Lumino. Qu'est-ce qui est super le fun aussi de ce cours-là, c'est que souvent on travaille avec des partenaires, on travaille avec le quartier des spectacles, donc le quartier des spectacles nous aide au niveau financier, nous prête de l'équipement. On travaille aussi avec un designer extérieur. Des fois, on travaille avec une compagnie d'éclairage. Fait qu'on essaie, pour les étudiants aussi, c'est de leur donner un contexte qui est très proche d'un contexte de production professionnelle. Souvent, les œuvres, moi, je trouve qu'ils sont de calibre comme quelqu'un du public ne saurait pas nécessairement dire c'est une œuvre étudiante, c'est une œuvre professionnelle. Ça arrive à un certain niveau quand même qui est assez impressionnant. Donc, moi, je suis très content de donner ces cours-là. C'est très le fun. Qu'est-ce qui est au cœur du programme, selon vous? J'ai peut-être une réponse. Ben, au cœur, je dirais peut-être quelque chose qui le différencie peut-être d'un autre programme qu'on pourrait nommer art numérique, par exemple, ou art médiatique. On focus quand même sur ce qui se produit en temps réel. Ce qui est produit en temps réel, qui est processé en temps réel, qui est synthétisé en temps réel. Ce qui nous permet d'être en interaction en temps réel avec. C'est ce qui s'impose généralement dans les environnements immersifs. Il ne suffit pas d'être tout simplement autour de l'interacteur et de l'asseoir sur un beanbag puis lui donner l'impression qu'il est dans le ciel. Pour vraiment donner une impression de réalisme total, d'immersion, on va aussi travailler l'interaction. Imaginez par exemple un casque de réalité virtuelle. Il y a des capteurs qui nous permettent de détecter la tête est dirigée dans quelle direction, le regard pointe vers quel objet, et les mains qui peuvent interagir avec les objets autour. Donc, ça crée un sentiment de présence encore plus fort. Donc, ça implique, ceci dit, que l'immersion n'est pas un film linéaire qu'on écoute du début à la fin avec un cadre bien précis. Il y a plein de choses qui doivent être influencées en temps réel, modulées en temps réel. Et je dirais que c'est notre souci principal, c'est d'être capable de produire du média interactif, donc de l'art numérique, mais qui est produit en temps réel et non pas prévu d'avance. C'est une bonne réponse, ça. Je suis impressionné, c'est vrai. Tu as vraiment raison. Peut-être une autre chose que je trouve qui est au cœur du programme, peut-être qui peut nous différencier de d'autres types de parcours, c'est l'aspect collaboratif. C'est comme un programme dans lequel les étudiants doivent rapidement s'habituer à travailler en équipe parce que le domaine exige un peu ça, étant donné qu'il y a quand même une certaine complexité de travailler avec la technologie, puis il y a beaucoup de pratiques différentes. Il y a beaucoup de types d'art ou de domaines de créativité numérique. Donc, tu sais, pour faire des affaires intéressantes, souvent, il faut que tu travailles avec d'autres mondes qui ont d'autres talents que toi, puis de mettre ça ensemble. Puis nous, on pousse beaucoup ça, tu sais, ce travail-là en équipe aussi. De plus en plus par compétences. Au fil du programme, ils développent chacun un peu leurs compétences. Puis là, tout le monde, il y a une émulation aussi. Tout le monde s'aide, tout le monde... Fait que ça, je trouve que c'est un aspect très fort. C'est différent encore là, peut-être des fois d'un programme plus en art où on va former plus un artiste, tu sais, qui va développer sa pratique, réfléchir sur sa pratique. Puis c'est correct, hein, il y a des gens que c'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont envie de travailler plus de façon... ils sont plus à l'aise de travailler seuls puis de contrôler ce qu'ils font. Mais moi, je dirais que c'est pas au cœur de notre programme. Fait que quelqu'un c'est ça qu'il veut, peut-être qu'il trouverait ça difficile. Donc, je trouve que c'est intéressant de savoir que dans notre programme, on fait beaucoup de travail d'équipe, puis c'est pas mal ça qu'on met de l'avant aussi, là. Quelle est votre relation avec les étudiantes? Je dirais... Il y a une étudiante qui, la session passée, m'a dit, vous nous avez traités comme personne avant que comme des étudiantes. Et moi, pour moi, ça, c'est la définition de l'égalité. Et je pense que c'est ça. Ma relation, c'est que
Je vois des gens comme moi, curieux, avec des soucis, avec des curiosités, avec des passions, avec des difficultés. Et j'essaie de leur trouver un milieu. Euh, donc, ma relation est directe. Je suis très claire. Je suis ouverte à l'écoute aussi. Et respectueuse. Je ne sais pas si c'était ça les buts, mais... Ouais, ben, même chose, respectueuse aussi. Difficile un peu à définir, Sonic. En effet, dans un contexte des cours ateliers spécifiquement, il faut devenir le bon médiateur entre ce qui habite l'étudiant, ce qui l'anime à produire quelque chose, puis la manière de le faire concrètement, pragmatiquement. Et je vous dirais, c'est un peu là, j'ai le sentiment de me situer vraiment entre la technologie et les étudiants et d'être le bon médiateur. Donc, les étudiants vont avoir un certain langage qui n'est pas celui de l'ingénieur. Puis moi, je vais essayer de le traduire comme un ingénieur, ou du moins d'être capable de l'arrimer à la technologie qui lui permettrait de réaliser sa création et ses idées. T'es le tech whisper. Tech whisper. C'est bon, ça. Moi, je me rappelle une fois, un étudiant m'avait dit quelque chose que j'ai retenu parce que peut-être ça définit un peu la genre de relation. Je trouvais ça drôle comme image. Parce qu'il avait dit à un moment donné, dans un cours, il avait dit Ouais, Danny, là, c'est un peu comme un grand cousin. Mais tu sais, un grand cousin, là, je sais pas si vous vous souvenez, quand tu es plus jeune, puis tu as un cousin plus vieux que toi, mais là, tu vas chez lui, puis là, il t'apprend toutes sortes d'affaires, un peu le fun. T'apprends à fumer. Des fois, il te montre des affaires que tu n'as pas le droit de faire, ou il te fait découvrir de la musique. Puis là, tu as beaucoup d'estime de ce grand cousin qui en sait donc plus que toi. Fait que j'ai pris ça très positivement. Fait que c'est une façon, je pense, pour eux autres de dire qu'ils trouvaient qu'on avait une certaine proximité, puis qui sentaient que je les guidais d'une certaine façon, puis que je leur laissais une certaine liberté aussi. Là, fait que je pense que c'est un peu ça, moi, mon approche. C'est, oui, je vais être un petit peu directif sur certaines choses. Mais là, à un moment donné, quand ça commence, les projets, ben, je leur donne quand même beaucoup d'espace pour qu'ils fassent même des erreurs par eux-mêmes, ou il faut qu'ils vivent un petit peu le cheminement de façon le plus autonome possible. Mais ils ont toujours le grand cousin s'il y a quelque chose. C'est comme, on est toujours pas loin. Fait que voilà. C'est à mon tour de piger. Là. Je vais aller dans le bol. L'effet de voleur. OK. Quels sont les changements avec la réforme du programme? Les changements avec la réforme du programme. Peut-être que je peux répondre à ça parce que j'ai travaillé beaucoup sur cette réforme-là dans les dernières années, surtout l'année passée, où on a remis la réforme et on l'a mis en fonction, si on veut. Le programme, ça faisait une vingtaine d'années qu'il existait, donc il y avait beaucoup de cours qui nécessitaient d'être revus. Donc, on a remis à jour, si on veut, certains cours. Il y en a qui ont eu des changements qui sont pas, qui sont en continuité, mais qui amènent quand même une mise à jour par rapport à avec ce qui se fait maintenant. Mais il y a aussi quand même des cours qui ont été ajoutés, qui n'existaient pas dans l'ancien programme, pour tenir compte aussi d'un changement qu'on a vu dans les dernières années. C'est qu'est-ce qui n'était pas prévu à la création du programme? C'était beaucoup axé sur l'audiovisuel, la création d'audiovisuel. Puis avec le temps, ben, les projets, oui, il y avait de l'audiovisuel, il y avait beaucoup d'audiovisuel, mais finalement, il y avait aussi c'est l'audiovisuel qui est mis en espace. Donc, il y a de l'installation, il y a de la fabrication d'objets. Puis au cours des années, on dirait que ça s'est amplifié, ce volet-là. Donc, les étudiants, oui, ils programment, ils font de l'audiovisuel, ils font tout ça, mais ils construisent des choses. Mais on n'a pas de cours de fabrication. On n'avait pas vraiment de cours de fabrication. On n'avait pas d'atelier dédié. Donc, tout se faisait un peu de façon informelle. Puis ça, c'est le fun. C'était de l'innovation quelque part. Puis ça va de soi parce que c'est ça aussi l'avenir peut-être de ce médium-là, de ces médiums-là. Parce que qu'est-ce qu'on voit? Ben, on se promène dans la ville, puis il y a toutes sortes d'expériences. Partout où on va, il y a des expériences. Puis c'est pas juste sur nos téléphones, c'est sur toutes sortes de formes qui sont inventées. Donc, on a ajouté des cours de fabrication, on a ajouté des cours de robotique créative,
On a ajouté des cours, des spécialisations en électronique. Donc, ça, c'est vraiment pour accompagner plus formellement la fabrication qui se faisait déjà, mais là, qui va être beaucoup plus encadrée, puis qui va avoir des meilleurs espaces, des meilleurs outils aussi pour y arriver. Donc, je vous dirais que c'est la grosse... Un autre des apports importants du programme, c'est qu'on a amené ce qu'on appelle dans le milieu universitaire la recherche-création aussi au niveau du bac. Tu sais, c'est souvent la recherche-création, c'est le propre de la recherche pour ceux qui sont plus artistes, si on veut, au cycle supérieur. On a créé un cours de recherche-création au niveau du bac, puis Randy en parlait plus tôt, vraiment dans le but aussi d'intéresser les étudiants au cycle supérieur à faire une maîtrise, peut-être un jour un doctorat, qui sait, mais au moins, ils auront déjà commencé à voir c'est quoi ces méthodes de recherche-là qui sont spécifiques à ce domaine de création-là. Parce que c'est ça qui est le fun, hein? Quand on pense à de la recherche, on pense à la recherche scientifique, on s'imagine que c'est juste peut-être de mesurer des choses en laboratoire, mais c'est quand même plus complexe que ça, parce qu'il y a toutes sortes de façons d'aller étudier des objets artistiques ou de recenser un processus créatif. Puis ça, c'est ça qui se passe en recherche-création. Donc, c'est pas mal ça, les gros changements, puis les grosses nouveautés de ce baccalauréat. Je soulignerais peut-être quand en 2003 avait été créé le programme précédent, c'était encore un domaine très expérimental, le domaine du média interactif, immersif. Et maintenant, je voudrais même industriellement parlant, c'est beaucoup plus présent. On les voit dans les foires commerciales et tout ça. Donc, c'est plus facile, je pense, de cerner justement ce que ça prend dans un programme. Puis on cerne beaucoup mieux le métier maintenant qu'il y a 20 ans. C'est encore très flou. Il n'y avait pas beaucoup de théorie non plus il y a 20 ans. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous nos cours théoriques aussi ont été remis à jour. Parce que les cours théoriques, ça parlait souvent des médias plus connus, la télé, le cinéma. C'était difficile d'aborder les médias interactifs ou la création numérique. Puis là, maintenant, les cours le prennent de front. Fait que les étudiants, ils ont un sentiment que c'est plus arrimé aussi, les cours théoriques, avec ce qu'ils font. Donc, notamment Erandi, qui vient de nous rejoindre, elle est spécialisée, elle a une expérience de commissariat en art numérique. Donc, elle donne un cours à tous les étudiants télé, cinéma, médias interactifs. Donc, enfin, notre domaine ça fait connaître aussi des autres programmes, des autres domaines. Ouais. Souvent, on avait cette impression-là que c'était un peu nous qui étaient... qu'on recevait des autres programmes, mais là, enfin, à notre tour, on participe aussi là, dans les cours qui sont plus... de département, plus commun, si on veut. Là. Qu'est-ce que vous envisagez pour les futurs du programme? Ça, c'est une bonne question parce que le futur de ce type de médium-là, c'est de ne pas connaître le futur de ce métier. C'est une des caractéristiques. C'est que nous, il y a 10 ans, on ne savait pas nécessairement que ce qu'on fait maintenant, c'est ça exactement qu'on allait faire. C'est sûr qu'on peut avoir certaines anticipations sur certaines choses. Moi, je vois quand même, il y a des choses qui me préoccupent. Tu en as parlé tout à l'heure, le contexte international, par exemple, est très préoccupant. La façon que les compagnies technologiques sont de plus en plus intrusives, avec une éthique questionnable. Je trouve que ça, c'est des questions de création numérique. C'est des questions qui nous touchent. Puis quand on voit qu'il y a comme carrément des menaces américaines, il y a des menaces même qu'on n'avait pas connues. Et ça me fait étrange de dire ça, mais je me dis, il y a peut-être aussi des choses créatives à imaginer pour résister à ça d'une certaine façon. Tu sais, comme moi, j'ai vu récemment un YouTuber qui était connu pour faire des vidéos sur les synthétiseurs, pour faire de la musique. Puis là, à un moment donné, il est arrivé avec une nouvelle capsule, puis il a dit, là, je fais plus des synthétiseurs, ça fait 5 ans que je fais ça. Là, maintenant, je vais montrer les technologies de résistance. Puis là, il parlait, par exemple, d'un réseau qui s'appelle Mesh Static, qui est comment on se fait un réseau qui n'est pas sur Internet. Comment on peut envoyer des messages avec un réseau complètement délocalisé. Puis ça, c'est des outils que les gens utilisent en ce moment aux États-Unis pour se protéger de l'ICE, de la police de l'immigration. C'est des outils qu'ils utilisent en Ukraine. Donc, tu sais,
il y a un côté sombre là, à tout ça, tu sais, mais c'est la réalité, malheureusement. Puis je me dis, peut-être que quand même, dans notre réflexion, il y a se dire, il y a peut-être des technologies citoyennes, ou il y a peut-être... Tu sais, je veux pas aller dans l'armement et tout ça, là, loin de là, mais il y a quand même peut-être des façons, des fois aussi, de s'assurer une certaine autonomie face à des... Puis pas d'être trompé par ces médiums-là non Pas d'être plus. trompé, Comme tu soulignais tantôt, donc si on comprend bien le médium, on comprend bien le message. Puis on est moins berné par celui-ci. Puis en plus, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, moi, je trouve dans notre contexte, ça brasse bien, ça brasse bien notre cage parce que ça... jamais on aurait cru, je pense que c'est drôle, quand on parlait d'intelligence artificielle il y a à peine 10-15 ans, on disait, jamais une intelligence artificielle sera aussi créative qu'un humain pour produire, je sais pas, une symphonie ou une peinture, une super belle image, mais c'est les premières choses qu'ils ont réussi à produire, l'intelligence artificielle, c'est ce genre d'œuvre-là. Mais ça vient tout de suite s'insérer dans sur notre atelier de travail, quoi, cet outil-là, et remplace beaucoup d'autres outils, même ça risque de nous avaler. Je trouve que notre programme, la naissance de notre programme arrive juste au bon moment dans notre histoire, ici, à la société au Québec et dans le monde, où c'est impératif d'aborder ces outils-là numériques et de bien les saisir, de bien les comprendre et, si vous voulez, bien les maîtriser. Un vieil adage, je me rappelle plus c'est qui disait ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui avait ce titre-là comme... c'était programmer, apprenez à programmer ou vous serez programmé. Et c'est une façon de dire, oui, maintenant tout est numérique, donc peut-être qu'il y a 100 ans, tout était fait en bois et en métal, donc le marteau, la vis, le tournevis était important à bien comprendre. Et de plus en plus, les outils sont numériques et on les comprend de moins en moins, ou du moins, ils ont tendance à être comme des plures d'oignons cachées quelque chose en dessous, comme des matreshkas. Et oui, donc, si on ne veut pas être programmé par ces nouveaux médias et ces nouvelles technologies-là, c'est bien de les aborder et d'apprendre à les développer nous-mêmes. Puis oui, puis peut-être trouver des façons de les utiliser comme force sociale. Parce qu'une chose qui fait partie un peu des apprentissages, puis qui a toujours été dans notre programme, c'est finalement nos étudiants, puis même nous, comme artistes, comme créateurs, on est des espèces de hackers, dans le sens qu'on n'utilise jamais l'affaire comme qui est supposée d'être utilisée. Tu sais, on détourne un petit peu le fonctionnement d'une technologie. Quand le mapping vidéo qui est projeté, par exemple, sur des surfaces, à un moment donné, c'est des personnes créatives qui se sont dit comment je prends un projecteur de cinéma puis qui fait un écran carré, puis comment que je l'utilise différemment pour projeter sur un objet en 3 dimensions. Puis les gens ont inventé du code, ils ont inventé des choses. Le projecteur, à la base, il n'est pas fait pour ça, mais il y a 1 million d'exemples comme ça. Puis c'est une aptitude, je pense, qui permet de répondre aussi aux difficultés contemporaines qu'on va vivre avec la technologie, puis d'être capable d'y faire face, puis d'avoir une autonomie, puis une capacité peut-être même de régler des problématiques. J'aimerais répondre. En fait, je trouve ta réponse, vos réponses, les deux, super fascinant parce que une des questions de futur, je pense que c'est les technologies, c'est pas nouveau, c'est l'aliénation et cette séparation. Mais je pense que plus en plus, on se sent cette confrontation. Que c'est comme si les technologies nous poussent, réseaux sociaux, disons, nous poussent à cette séparation, à cette opposition. Un des défis des futurs, je pense que c'est réussir à travailler en communauté, à se penser en communauté et travailler en fonction à la place de trouver ce qui nous divise. Les contextes, je pense que c'est très difficile maintenant. Et je pense que les réseaux sociaux font... je veux trouver les concepts que je cherche, comme si bounce des sons, comme... La chambre d'écho. Oui, je vois l'onde des sons, là. En tout cas,
Je pense que maintenant, les contextes est fait pour souligner les séparations, nous diviser, trouver ce qui nous divise. Et je pense que les défis, pour moi, ce que j'aimerais voir, c'est qu'on se trouve justement si en fonction de qu'on travaille ensemble dans ce domaine, qu'on se pense aussi comme communauté. Ouais. Super intéressant. On va dire qu'on pourrait parler toute l'après-midi Oui. de l'avenir Ouais, hein? Ouais. Comment le programme reflète-t-il l'évolution du milieu des médias? Oh boy, mais parce qu'on a un peu parlé. On a un peu déjà parlé, ouais. Moi, déjà, je retournerais la question parce que je suis pas sûr que ce n'est pas qu'un reflet. Tu sais, c'est aussi quelque chose qui construit, qui participe à la construction du domaine. Oui. Donc, tu sais, oui, on essaie, nous, de regarder ce qui se fait, on s'en inspire, mais on contribue. Donc, nous ne sommes pas seulement qu'un reflet. Nous sommes des personnes qui vont transformer le domaine. D'ailleurs, le programme, quand il existait au début, personne ne comprenait vraiment c'était quoi. Maintenant, un petit peu plus, parce qu'il y en a partout, mais il y a 20 ans... Et parce qu'on est à Montréal aussi. C'est ça. Parce que, mais il y a 20 ans, on parlait d'immersion, on parlait d'interactivité. C'était pas si concret que ça, on n'en voyait pas. C'était quelque chose qu'on projetait, qui était en train d'en devenir. Là, maintenant, on a les 2 pieds dedans, c'est partout. Donc, on est dans la capitale de ces médias-là. Ouais, absolument, ouais. C'est quoi la question déjà? Comment le programme reflète-t-il l'évolution du milieu des médias? Oui, ben c'est ça. En quelque part, il le reflète, mais surtout, il contribue. On est un moteur aussi dans de ça, de dans la culture ici de la ville de Montréal qui s'avère chapeaute parmi les grands studios de production dans le domaine. Ouais. Voilà. Bon, c'est mon tour. À qui s'adresse le baccalauréat en création d'expériences immersives interactives? À toi. C'est intéressant, c'est une bonne question, parce que de prime abord, on peut penser que ça s'adresse à ce qu'on appelle les geeks, ceux qui aiment jouer avec les ordinateurs, qui aiment faire des logiciels, mais c'est principalement la création, c'est la création d'art numérique principalement. Il y a quand même la présence du numérique et de l'informatique et de tous les concepts mathématiques, algorithmiques qui s'y accrochent, qui vous seront enseignés dans ce programme-là. Donc, c'est peut-être ce sujet-là qui fait peur à certaines personnes, qui fait hésiter certains étudiants à s'inscrire à ce programme-là. Peut-être que vous trouviez que vous n'étiez pas si fort que ça en mathématiques quand vous étiez au secondaire, des choses comme ça. Mais en fait, ça importe pas tant que ça, peu. L'important, peut-être, c'est que vous n'en ayez pas une peur atroce. Mais la plupart de nos étudiants n'ont jamais programmé un logiciel ou abordé un langage de programmation quand ils arrivent en première année de baccalauréat. Donc, ça fait partie des choses qu'on enseigne et très rapidement, en une session ou deux, les étudiants deviennent très productifs en animation audiovisuelle, produite par des algorithmes, produite par des codes. Donc oui, je dirais que c'est peut-être juste ce petit aspect-là de notre programme qui peut peut-être faire hésiter certains, mais franchement, je trouve que c'est une côte qui est facilement sauter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même aussi des méthodes pédagogiques. Tu sais, c'est pas non plus un bac en informatique dans le sens que il y a des bonnes méthodes qui font en sorte qu'on voit rapidement des résultats. Au programme, on voit rapidement des résultats. Puis en plus, il y a différents types d'outils. Fait il y a des outils qui sont plus procédurales en ligne de code. Il y en a d'autres qui sont plus visuels. Tu mets des boîtes ensemble, puis tu connectes des choses. C'est assez ludique comme façon d'apprendre. Il y a des gens qui vont se retrouver mieux dans un genre que dans l'autre, puis c'est correct. Donc, je pense que c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est l'aspect des fois qui peut faire peur. Mais au final, à qui ça s'adresse, c'est moindrement que tu es créatif ou créative, mais que tu aimes faire les choses, mais pas exactement comme elles doivent être faites. Si tu aimes ça faire une vidéo, mais qu'elle soit un peu bizarre. Si tu aimes ça de faire une chanson, mais de pas suivre exactement
le rythme, ou je sais pas, de pas suivre la convention musicale. Tu sais, t'as envie de te sentir un peu libre, d'expérimenter. Tu sais, t'as un petit côté comme je veux expérimenter, je veux découvrir des choses que je comprends pas, qu'est-ce que je vois. Tu sais, moi, c'est beaucoup ça aussi, comme ça que je le vois. J'aime ça aller voir des œuvres, puis au début, je suis comme, OK, ça me confronte. Mais au final, tu sais, c'est que ça parle une certaine complexité. Tu sais, les choses sont... c'est aussi de... Si t'aimes ressentir, tu sais, plus que comprendre. Tu sais, comme on crée des choses qui s'adressent pas juste à l'intellect. Tu sais, on crée des expériences qui sont, on dit, somatiques, donc qui impliquent tout le corps, qui impliquent... Fait que si t'aimes aussi les expériences physiques, en quelque part, tu vas t'y retrouver. Fait qu'il y a plein de caractéristiques, je pense, qui touchent différentes sortes de personnes. Et la curiosité. La curiosité. Je pense que c'est ben très oui. important, ce programme. Si tu es curieux, ce programme, ça peut être pour toi. Dans le sens que tu peux être curieuse des autres mondes, mais aussi imaginer des autres mondes, parce qu'en fait, les personnes étudiantes, c'est ça, 300, un programme à imaginer comment on va s'engager dans le monde virtuel et interactif, immersif qu'on va développer ensemble ou avec d'autres façons de travailler. Donc, Parce qu'au final, on travaille beaucoup avec certaines technologies. Tu sais. On parle des technologies d'immersion, la projection, ça peut être la réalité virtuelle, ça peut être créer du son, mais quand on démarre un cours, on ne sait pas vraiment la forme finale des projets. Tu sais, on laisse quand même beaucoup de liberté. Tu sais, c'est très différent dans la télé où on sait que tu vas avoir après une série, un bulletin de nouvelles. Oui, il y a beaucoup de créativité aussi dans ces médiums-là, mais ce qui est différent, c'est que nous, même le contenant peut être créé, peut être modifié. On ne sait pas c'est quoi le contenant au final. On le crée de toutes pièces. Donc ça, c'est cet aspect-là d'être curieux, d'être hacker, puis de vouloir innover, puis de vouloir s'amuser avec la matière, avec la matière numérique aussi. La matière, ça peut être physique, mais c'est le code, c'est de la matière. C'est vouloir jouer avec ça puis expérimenter. C'est à mon tour? Non, c'est plutôt tour à qui? c'est mon tour, mais on arrive à la dernière. Ah, oui, c'est ton tour. Ah oui? Oui. Il reste juste... Quel conseil donneriez-vous à un futur étudiant qui hésite à s'inscrire? Je conseille de prendre le bon choix. Parlez avec les amis. Venez voir les étudiants. Venez parler avec les personnes étudiantes. Venez aux portes ouvertes. Oui. Hein, le 7 février, c'est ça? C'est le 7 février, les portes ouvertes. Donc, le samedi, venez nous voir aux portes ouvertes. On va vous faire visiter nos espaces. J'ai des étudiants qui vont faire une présentation d'une canne de spray pour faire des graffitis, mais numériques. En général, ceux qui hésitent, dès qu'ils voient ce qui se fait, ils changent, ils veulent venir automatiquement. Donc, il faut venir nous voir. Puis, il y a aussi la journée d'étudiants d'un jour, qui va être quelques jours après les portes ouvertes, où vous allez avoir la chance même de voir des cours en temps réel se déployer, justement avec Patrice et Randy. Donc, et moi, je serai là aussi. Fait que, si vous hésitez, contactez-nous, posez des questions. Même si vous ne pouvez pas venir à ces événements-là, vous pouvez écrire au programme. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions ou qu'est-ce qui vous fait hésiter. Donc, ben là, fait que c'est ça. C'était malheureusement la dernière question pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Venez nous voir. Venez nous voir, parler avec les étudiantes. Les personnes étudiantes vont avoir leur avis, leur expérience. Et... Venez aux portes ouvertes. Puis, j'espère que cette conversation vous aura informé, vous donne une image plus claire de c'est quoi le programme en création d'expériences immersives. On espère que ça vous donne le goût d'appliquer, parce que nous, on aimerait ça vous avoir, on aimerait ça vous rencontrer. Fait que merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci aux futurs étudiants et étudiantes, puis au plaisir de vous rencontrer à l'automne. À bientôt. À bientôt.